Un bon médiateur, une bonne médiatrice scientifique, c'est quelqu'un qui connaît son public. Pas quelqu'un qui est obsédé par l'idée de transmettre quelque chose qu'il sait à quelqu'un qui ne sait pas. Les enfants là sont pris dans un parcours qui dure pendant toute une année et ils ont fait un podcast qui est génial. Quand je l'ai écouté, j'ai cru que c'était un podcast de France Inter. Je me suis dit mais c'est génial. On peut avoir froid, être inconfortable, avoir mal, avoir des crampes, etc. Mais ça laisse des souvenirs inoubliables. De changer la question qui était comment faire venir des publics dans des lieux à comment faire pour ne pas les exclure. L'esprit critique, ça ne veut pas dire douter de tout. C'est pas la culture du doute. Si on veut à un moment donné agir sur notre avenir, le croire ne suffit pas. Il faut aussi s'appuyer sur le savoir. Le premier support de la science, c'est le livre. C'est pas YouTube. Ça sert à rien de mettre des pièges à moustiques partout. Ce qu'il faut, c'est aider les chauves-souris à s'installer. Tu as une petite libellule sur ton pantalon. Ah oui. C'était simple en Picardie parce qu'il y avait des plateaux, puis ensuite des falaises. Donc si vous voulez tester des avions, quand on fait de la culture scientifique, on ne peut pas s'adresser que à des curieux, que à des passionnés. Il y a aussi des gens qui ont eu un rapport difficile avec les sciences et que c'est un processus différent des croyances. Parce qu'il y a des croyances... C'est maintenant. C'est maintenant que ça va couper. Aujourd'hui, avec un simple téléphone, eh bien, on peut accéder à l'intégralité du savoir scientifique mondial. La biologie cellulaire, la physique quantique, les oscillations de neutrinos, les cycles de reproduction du triton crété. Plus rien n'a de secret, tout est disponible tout de suite, instantanément, très facilement. Mais évidemment, la disponibilité de cette masse de connaissances ne garantit pas la transmission de la connaissance. Alors aujourd'hui, pour en parler de cette question de la transmission, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Degène, qui est directeur de l'agence Ombelliscience. On parle d'agence ou on parle d'association? On peut parler d'agence ou de réseau aussi. Ou de réseau. La mission d'Ombelliscience, c'est bien de faire circuler la culture scientifique, la rendre accessible, concrète, vivante, auprès des jeunes, des quartiers prioritaires, mais aussi auprès des anciens. Bref, tout un panel de personnes qui vivent sur le territoire des Hauts-de-France. Alors nous sommes ici avec un temps parfait, n'est-ce pas Raphaël? Un temps de printemps picard. Un temps de printemps picard, dans un environnement très bucolique. Derrière, on ne voit pas, mais il y a un parc de jeux avec des enfants. Non loin des ortillonnages. Et nous sommes non loin des ortillonnages d'Amiens, puisque la direction de Ombelliscience se trouve à Amiens. Et donc, nous allons parler d'exclusion invisible, nous allons parler aussi de super espèces, nous allons parler bien sûr d'émerveillement devant ce que les sciences peuvent nous révéler, et puis de cette chose qu'on appelle la transmission de la connaissance et de la culture scientifique. Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes ici aux avant-postes du vivant. Tiens, tu as une petite libellule sur ton pantalon. Ah oui. C'est sympa. Il y en a des petites bleues qui sont endémiques de la région, c'est l'agrillon. Ah d'accord. On en voit en ce moment. Là, celle-ci, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-là, mais elle est sympa. Mais elle est sympa, oui, elle s'est posée. Elle est venue s'inviter dans l'interview. Oui, oui. Je ne sais pas si on le voit là dans l'écran. Mais bon, peut-être qu'elle restera là jusqu'au bout. Peut-être qu'on aura un petit peu de pluie, peut-être qu'on sera interrompu par... Oui. Je ne sais quoi, une invasion de canards peut-être. De grenouilles, de tritons. De grenouilles, de triton. Le triton, c'est vrai que c'est dur à dire, hein, le triton crété. Je l'ai mis en introduction, pas pour rien, parce qu'on va en parler avec l'opération Super Espèce. Alors, déjà, première chose, peut-être pour nos invités, on va pas le cacher très longtemps. On se connaît. J'ai eu l'occasion de réaliser des reportages pour Ombelliscience il y a quelques années. Donc je connais un petit peu déjà Ombelliscience de l'intérieur. Et du coup, on va se tutoyer. Raphaël. Yves, avec plaisir. Bon, c'est un petit peu le principe de l'émission, de se frotter, d'avoir un petit peu de friction avec le terrain. Ça te parle, ça, qu'on soit un petit peu sur le terrain, dans le décor, et non pas en studio ou en laboratoire, on y avait pensé? Mais oui, enfin, moi je trouve ça intéressant comme idée parce que la construction du savoir, le savoir, on va le trouver dans les laboratoires, on va le trouver effectivement dans les bibliothèques, on va trouver les livres, etc. Mais la construction du savoir se fait aussi sur le terrain. Et quand on étudie notamment les écosystèmes, c'est ça, il faut savoir mettre des bottes, savoir attendre la fin des averses. Et puis quand on fait de l'observation, on n'a pas toujours les conditions météo qu'il faut. Donc
Donc accéder au savoir, ça nécessite parfois, effectivement, sur le terrain, d'avoir de la patience et de composer avec les éléments, bien sûr. En introduction, j'ai présenté Ombelliscience sous cet aspect-là, d'avoir une espèce de vertigineux paradoxe de nos temps modernes où on a un accès à la connaissance qui est absolument incroyable. Et en même temps, ça ne résout pas le problème de la transmission de ces connaissances, ou comment les gens peuvent s'inviter à s'approprier cette connaissance et avoir accès à... J'ai pas tellement bien formulé, mais tu as peut-être senti le sens de ma question. Je crois que j'ai compris la question. Oui, en fait, c'est vrai qu'avec l'avènement du numérique, des nouvelles technologies et puis de l'information et de la communication, et puis l'accélération ces dernières décennies, ça a été assez, comme tu l'as dit, vraiment exceptionnel et exponentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté à accéder au savoir, mais c'est beaucoup plus difficile du coup de savoir quelle information est fiable. C'est un peu le principe de trop d'informations tue l'information. Il y a beaucoup d'informations aussi qui sont générées ou de données qui sont générées aussi automatiquement par des algorithmes. Et aujourd'hui, on a même parfois la difficulté à savoir qu'est-ce qui est généré par des êtres humains, qu'est-ce qui est généré par des machines. Et en fait, ce savoir, cette quantité de données qui existe sur le web, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que parfois on peut sentir un peu soit le vertige, soit être complètement perdu face à toutes ces données, toutes ces informations. Et pour pouvoir identifier quelles sont les informations qui sont fiables, on a parfois besoin de relais. Et en ça, les acteurs de la médiation scientifique ou de la culture scientifique ou les vulgarisateurs, les vulgarisatrices scientifiques sont des bons relais. Donc ce sont finalement les métiers qu'on va retrouver, nous, dans le réseau Ombelliscience. La médiation scientifique est au cœur des missions du réseau, d'une 60aine d'acteurs, là, en Hauts-de-France. Et c'est à la fois, effectivement, transmettre les connaissances, transmettre les savoirs, mais aussi transmettre la démarche scientifique, c'est-à-dire comment on a fait pour savoir ce que l'on sait. Finalement, d'où vient le savoir, comment se construit le savoir et qu'est-ce qu'un savoir. Parce que derrière cette question-là, il y a la question de l'esprit critique, forcément. Parce que quand on se pose la question comment on a fait pour savoir, on met les choses un peu en perspective, c'est ça aussi l'idée? L'esprit critique, c'est une notion qui est extrêmement intéressante et extrêmement importante dans nos métiers. L'esprit critique, ça ne veut pas dire douter de tout. C'est pas la culture du doute. L'esprit critique, c'est justement arriver à identifier, à sourcer des informations, à les recouper, à les mettre en question, à les vérifier, à se questionner. Quand une information nous semble étonnante ou surprenante, c'est la capacité à aller chercher aux bons endroits des façons de recouper et finalement de confirmer ou d'infirmer ce qu'on a obtenu comme information. Et l'esprit critique est vraiment aujourd'hui au cœur d'un grand nombre d'actions qu'on va aussi partager avec les acteurs de l'éducation aux médias. Parce que justement, il y a une pléthore de médias. Certains sont plus orientés que d'autres ou derrière vont servir des idéologies, etc. C'est important de savoir quand on va chercher de l'information dans un média, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le modèle économique, etc. Et d'ailleurs, dans le réseau, il y a un événement là qui se développe depuis plusieurs années, qui est le Printemps de l'Esprit Critique, et piloté par Universcience. Et il y a quelques acteurs dans la région de France là, qui commencent aussi à s'impliquer sur ce type d'événement. Alors justement, on va parler d'Ombelliscience. On va commencer par un premier élément qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est son catalogue d'outils. Il y en a 300, ça paraît incroyable. Alors justement, de quels outils on parle? Oui, alors... En fait, Ombelliscience avait depuis de nombreuses années un fonds d'expositions scientifiques itinérantes, de maquettes pédagogiques, de mallettes pour s'approprier différents sujets. Ça peut être l'archéologie, l'astronomie, ça peut être les agro-ressources ou des choses sur l'agriculture et la recherche. Et Ombelliscience a donc toujours ce fonds d'expositions scientifiques itinérantes. Il y en a à peu près entre 80 et 90 qui circulent sur le territoire, qui sont un petit peu nous on appelle ça des outils de médiation itinérants.
C'est notre jargon à nous. Et le terme itinérant, vraiment, est important. Et le terme itinérant est très important parce que pour nous, ce qui est important, c'est effectivement que ça puisse être des outils tout-terrain, qui puissent aller dans une bibliothèque, dans un collège, dans un lycée, dans un foyer rural, dans une maison de jeunes, enfin dans un centre social. Ouais. Oui, c'est pas le truc qu'on va mettre dans un musée et puis les gens viennent. Non, c'est pour faire de la science tout-terrain. Et ce catalogue, justement, dont Obéissance coordonne l'édition depuis 2018, c'est une volonté de regarder à l'échelle régionale, et pas juste à l'échelle de l'association Obéissance, mais à l'échelle régionale, quels sont les acteurs qui ont comme ça aussi des outils, des expositions itinérantes, des outils interactifs qui peuvent, physiques, hein, je ne parle pas de ressources numériques, qui peuvent itinérer. Et donc on a rassemblé aujourd'hui 39 structures qui ont des outils itinérants, et on leur a proposé de faire un catalogue commun pour faire connaître ces outils justement aux enseignants, aux médiateurs, aux médiatrices, aux animateurs de centres jeunesse, etc. Et quand tu dis 300, en fait, il y en a plus que ça. Là, aujourd'hui, c'est une sélection, en fait, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des trucs hyper pointus, comme à la découverte de l'usinage aéronautique. Et puis, juste à côté, on peut trouver douceur de betterave, par exemple. Ouais, c'est volontairement, des fois, hyper pointu et des fois ancré sur le terrain. J'imagine que c'est ça. Picardie, la betterave, ça aurait pu être la pomme de terre aussi. Là, typiquement, on est sur deux sujets qui sont liés à des spécificités, des spécialités régionales. En fait, l'aventure aéronautique, il y a toute une partie de l'aventure aéronautique qui est liée à la région, hein, avec les frères Coudron, qui ont été des fabricants, des concepteurs, des fabricants d'avions. C'était simple en Picardie parce qu'il y avait des plateaux, puis ensuite des falaises. Donc, si vous voulez tester des avions... c'était ça. Ah ouais. Donc du côté de Rue, par exemple, il y a le musée des frères Caudron à Rue. Donc typiquement l'aventure autour des avions, voilà, au 19e siècle, il y a cette aventure-là, donc qui fait partie finalement des sciences et techniques qui ont été développées dans la région. Et on a toujours d'ailleurs de la fabrication aéronautique du côté d'Albert, puisqu'il y a la fabrication des nez avant d'Airbus. Et c'est vraiment pour cette raison topographique que c'était une région, ou c'était une blague? On peut penser que c'est vrai, mais non, mais le fait d'avoir des grands espaces assez plats pour faire décoller des avions, c'est plus facile que dans des vallées encaissées. Oui, c'est mieux que dans les Alpes, c'est sûr. Et sur la betterave et sur la production de sucre, en fait, le nord de la France, notre région est une région productrice de betterave et productrice de sucre avec des sucreries, pour raffiner aussi le sucre et puis aussi pour produire de l'éthanol. Et on a aussi des choses sur le lin, par exemple, parce que le lin est produit en région Hauts-de-France et en région Normandie, qui sont vraiment les deux régions de production du lin, qui font que la France est le premier pays producteur mondial de lin. Et donc forcément, on met en avant en particulier ces choses-là dans les expositions. C'est-à-dire que la médiation scientifique, comme vous l'entendez, c'est aussi de partir des choses concrètes qui concernent les gens, le territoire où les gens vivent, oui. Et après de rapprocher la science à ça. Oui. En fait, on a effectivement des choses qui sont universelles, c'est-à-dire qu'on peut parler d'astronomie, on peut parler de physique quantique ou de qu'est-ce que c'est que la lumière, par exemple, le voyage du photon. Et ça, ce sont des choses finalement qu'on soit en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, finalement les connaissances seront les mêmes. Et donc on a des choses comme ça en français, hein. Et puis on a des choses qui sont plus liées à des innovations ou à des découvertes scientifiques qui ont pu être faites sur le territoire, ou en tout cas dont des scientifiques nés sur le territoire ont pu participer. Alors on peut peut-être signaler que toi t'es arrivé à ce poste-là après un parcours de médiation scientifique, c'est même ta formation, c'est ça? Oui, alors moi je suis tombé dedans assez tôt, hein. J'avais fait des études du vivant, je voulais plutôt aller faire de l'agronomie.
Et donc j'avais commencé à faire des études en classe préparatoire et puis à l'université sur le vivant. Et en fait, j'ai rencontré, comme j'étais aussi passionné de théâtre, de photo, de culture en général, j'ai eu la chance de découvrir qu'il existait des formations où on pouvait croiser les arts, les sciences et faire de la culture scientifique. Je ne connaissais pas ce terme à l'époque, mais j'ai trouvé ça absolument génial. En tout cas, de faire de la vulgarisation, de transmettre les savoirs, que c'était un métier en fait, de transmettre les savoirs, de faire de la vulgarisation, de concevoir des médiations, c'était un métier. Je me suis passionné pour ça. J'ai travaillé dans différentes structures, des associations. J'ai travaillé au Musée des Arts et Métiers à Paris, et puis pour une fondation d'industriels. Et là, ça fait 10 ans que je suis sur le territoire des Hauts-de-France, anciennement Picardie, puisqu'on est dans la version sud, pour animer un réseau d'acteurs et qui font de la médiation. Alors moi, personnellement, c'est vrai que maintenant j'ai plus des missions administratives, donc je fais aussi de la recherche de financement, du management, etc., mais du plaidoyer ou des choses comme ça. Mais j'ai effectivement, parmi mes collègues, des collègues qui font de la médiation, et puis dans le réseau, surtout dans le réseau, que ce soit dans les universités et les établissements de recherche, les collectivités territoriales, les associations, il y a des personnes qui font de la médiation scientifique et qu'on accompagne. Ouais. En tout cas, toi, dans ton poste, tu es quand même, je dirais, investi, ou tu es quand même, puisque tu as eu ce parcours, tu as quand même cette vision de ce qu'est la médiation scientifique. D'ailleurs, si je te pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un bon médiateur scientifique, tu me dirais? Eh bien, une bonne médiatrice scientifique, ou un bon médiateur scientifique, eh bien, c'est quelqu'un qui est en capacité de concevoir finalement de l'action culturelle, parce que on conçoit la médiation comme une action culturelle qui invoque les sciences, qui va chercher l'information ou des données scientifiques, qui soient adaptées dans des formats adaptés au public qui cible. Et donc, parce que historiquement, on avait l'habitude de faire des expos, de faire des conférences, de faire des ateliers, des démonstrations, et de plus en plus, en fait, des formats innovants qui s'hybrident pour beaucoup plus participatifs, beaucoup plus interactifs, beaucoup plus inclusifs, qui part aussi des questions des publics, des questions des gens, des habitants. Et un bon médiateur, une bonne médiatrice scientifique, c'est quelqu'un qui connaît son public. Ouais. Ouais, parce que c'est pas quelqu'un qui est obsédé par l'idée de transmettre quelque chose qu'il sait à quelqu'un qui ne sait pas, qui veut être dans parce que sinon on peut dire c'est l'enseignement, on va enseigner des choses, il y a des gens qui savent, des gens qui savent pas, et on va enseigner. La médiation, c'est plus intégrer les gens finalement dans une action culturelle, dans un processus de découverte, de participation. Oui, parce qu'au final, c'est quelque chose que doit s'approprier le public. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est ça. L'idée, c'est que pour qu'une médiation soit réussie, il faut que la personne qui est dans une posture de découverte ou de partage ou de réflexion ou d'émerveillement, etc., elle puisse en sortir transformée. Et elle a envie d'aller plus loin, elle a envie de découvrir, d'en savoir davantage, et finalement qu'elle en sorte différente de quand elle est entrée, quoi. Moi, j'avais noté un petit peu la philosophie, ça serait, la question n'est pas comment faire venir le public à la science, mais comment la science peut aller à sa rencontre. Et oui, et alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été pendant des années dans une notion de faire venir des publics dans des lieux, dans des musées, etc. Aujourd'hui, il y a cette notion d'aller vers qui est très importante, parce que si on veut s'adresser au maximum de monde dans un territoire, on voit bien qu'il faut aller vers les gens. On ne peut pas juste se contenter de les faire venir dans les musées. Et même au-delà de ça, puisque ça fait maintenant quelques années qu'on travaille sur la question de comment faire pour ne pas exclure, comment être le plus inclusif possible. Ouais. Parce que, en fait, si je peux dire 2 mots là-dessus. Alors, allons-y, parce que justement, c'était la fiche que j'avais prévue. C'était pile poil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous, on travaille aussi notamment avec le réseau des Hauts-de-France sur la notion d'inclusion.
et comment faire pour ne pas exclure. Et en fait, le contexte de cette démarche-là, c'est de changer la question qui était comment faire venir des publics dans des lieux à comment faire pour ne pas les exclure. Et ça veut dire que quand on change la question, en fait, on change de point de vue. C'est-à-dire quand on cherche à se dire comment faire pour que les publics viennent, ça sous-entend qu'ils ne viennent pas. Ça veut dire que finalement, ils portent une responsabilité. S'ils ne viennent pas, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris l'intérêt et il faut les faire venir. Donc, ça fait porter la responsabilité d'un potentiel ou d'un présumé échec sur les publics. Alors que quand on dit comment faire pour ne pas exclure, on reporte la responsabilité sur le professionnel, sur le médiateur, sur la médiatrice. Et c'est à lui de se remettre en question, de dire si les gens ne sont pas là dans ce que je propose, c'est parce que peut-être j'ai pas proposé quelque chose qui correspond à leurs besoins, à leurs attentes, à ce qu'ils ont envie. Donc, voilà, c'est ce travail-là qu'on fait là depuis quelques années et c'est pas facile parce que quand on en parle comme ça en théorie, on se dit bah oui, ça semble assez intéressant, mais à faire en vrai, ça nécessite des remises en question. Et moi-même, je me suis aperçu que je faisais des choses depuis des années et qui en fait n'étaient pas productives. Parce qu'en fait, je partais du mauvais postulat de départ. Et en même temps, pour être un petit peu taquin, de trop se remettre en question, il n'y a pas le risque de niveler vers le bas et de se dire, bon, finalement... Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire des conférences sur la physique quantique ou sur le boson de Higgs ou des conférences pour des passionnés ou des activités pour des passionnés. Ça veut dire que quand on fait de la culture scientifique, on ne peut pas s'adresser que à des curieux, que à des passionnés. Il y a aussi des gens qui ont eu un rapport difficile avec les sciences, pour qui ça peut renvoyer là à plein de choses douloureuses, difficiles, peut-être de l'échec scolaire, peut-être qui perçoivent les sciences comme un outil de compétition ou qui associent les sciences au pouvoir et aux institutions, etc. Et ça veut dire que si on veut s'adresser à des gens qui, a priori, sont exclus des sciences, il faut bien restaurer une relation de confiance. Et ça ne veut pas forcément dire niveler par le bas, parce qu'en fait, là aussi, il faut être en capacité de distinguer les savoirs institutionnels, les savoirs qui sont produits, les savoirs académiques qui sont produits dans les universités, pour faire simple, pour faire court, dans les instituts de recherche, des savoirs populaires. En fait, quelqu'un qui connaît tous les noms d'oiseaux, là, les oiseaux qu'on voit là sur les temps, tous les noms d'oiseaux en latin, qui est capable de les placer dans une classification, de raconter leur histoire, etc. Quelle valeur a ce savoir par rapport à quelqu'un qui sait chanter et qui sait imiter les oiseaux et sait chanter leurs chants, etc. et connaît leurs habitudes, leur façon de vivre, etc. Ben finalement, c'est deux types de savoirs qu'on ne peut pas opposer. Ce sont des savoirs qui sont complémentaires, mais ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître, c'est important, y compris quand on fait de la culture scientifique, de reconnaître qu'il y a des savoirs institués dans les institutions et qu'il y a des savoirs populaires. Mmh. Ouais. C'est philosophique un peu. Oui, là, je ne m'attendais pas. Bim. Elle est toujours là. Oui, la petite libellule, je pense qu'elle se passionne. Hein. Oui, elle est passionnée, elle est rivée à ton récit. Oui, ça me fait penser d'ailleurs, il me semble que tu as fait un lien entre la littérature et les sciences et qu'il y a comme ça, à l'école, une différenciation entre le parcours littéraire, le parcours scientifique. Tu fais le choix entre les deux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais jeune. Hein. Tu fais soit littéraire, soit scientifique, et qu'il y a une espèce de séparation. Et bon, avec souvent l'idée que les sciences, c'était quand même le truc de matheux. C'était tout un imaginaire collectif aussi sur ces notions-là. Et ça résonne tout à fait avec ce que tu disais tout à l'heure, avec certaines personnes qui considèrent les sciences comme un truc d'arrogant, un peu condescendant de la part de certains. C'est un petit peu ça aussi. En fait, sur le fait que les sciences peuvent effectivement, par rapport à d'autres domaines, avoir peut-être ça peut sembler faire peur ou être plus intimidant en fait. Ça c'est
C'est quelque chose qu'on semble nous percevoir naturellement en fait dans nos activités, dans nos métiers. Par contre, quand on fait des enquêtes plus précises, qu'on cherche à savoir comment les gens perçoivent les sciences, on voit qu'il y a un intérêt. C'est juste qu'ils ne vont pas forcément utiliser les mêmes mots, les mêmes termes. Ils vont s'intéresser aux sciences qui sont liées au patrimoine, peut-être aux sciences qui sont liées à la santé, aux sciences qui sont liées peut-être à leur métier. Et puis aussi les sciences humaines, parce qu'en fait, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé d'astronomie, on a parlé d'aéronautique, on a parlé de sciences du vivant, etc. Mais en fait, il y a toutes les sciences humaines. L'économie, l'histoire, la sociologie. Et en fait, on voit que il y a un intérêt quand même pour toutes ces notions scientifiques. Il faut juste trouver la façon de les mettre en partage. Et sur ce que tu disais sur le lien entre science et livre, et sur la distinction qu'on faisait, je voudrais dire quelque chose là-dessus, c'est que effectivement, nous on a connu ça quand on était à l'école, en apprentissage, de choisir plutôt une filière scientifique ou de choisir plutôt une filière littéraire ou économique ou technique, etc. Et en fait, c'est problématique parce qu'aujourd'hui on voit qu'on a dans notre réseau, on travaille beaucoup avec des bibliothécaires. Qui sont d'ailleurs très souvent des femmes, qui ont très souvent un parcours littéraire ou qui disent avoir un parcours littéraire. Et quand on leur propose de faire des actions de culture scientifique en bibliothèque, à part quelques exceptions, souvent ça fait peur. Je me dis, mais il y a un problème de légitimité ou de dire, mais moi je ne sais pas parler de science, je ne vais pas connaître, etc. Et en fait, on n'est pas obligé de commencer par parler de physique ou de chimie. On peut aussi parler d'histoire, on peut parler de géographie, on peut parler de toutes les sciences. Et l'idée, c'est de montrer que en bibliothèque ou dans des lieux où le livre est roi, quelque part, on est tout à fait légitime à parler de science. Puisque le premier support de la science, c'est le livre. C'est pas YouTube. C'est pas YouTube. C'est pas TikTok. Non. Ouais. Alors, on plaisante avec ça, mais c'est vrai qu'on voit bien sur YouTube, alors des chaînes YouTube comme Science Étonnante ou Dr Nozman, bon bref, qui font de la vulgarisation scientifique. On peut appeler ça aussi de la médiation scientifique. Oui, de la médiation, vulgarisation, médiation. En fait, il y a des vulgarisatrices et des vulgarisateurs scientifiques sur... moi, alors je dis pas youtubeurs, je dis des auteurs vidéastes, comme ça cite pas. Mais il y a des talents, des gens qui savent vraiment faire, qui ont développé un savoir-faire sur un certain nombre de chaînes. Alors ça fait déjà quelques années, hein. On voit qu'il y a des chaînes à succès comme ça. D'ailleurs, ça a un peu bousculé les médias traditionnels, la télévision, etc., pour faire évoluer aussi leur format, puisque ce sont ces nouveaux formats de vidéos sur Internet qui ont un peu poussé peut-être les médias plus traditionnels à faire évoluer leur offre. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes avec des chaînes qui sont très suivies et qui sont souvent suivies par les jeunes dans le cadre scolaire, parce qu'ils vont chercher des informations complémentaires à leurs cours. Il y a beaucoup de profs aussi qui s'essayent à la vulgarisation sur ces médias-là. Et après, il y a aussi des choses qui ont été faites sur Twitch en s'appuyant plutôt sur les communautés de jeunes passionnés de jeux vidéo, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et sur TikTok, il y a aussi des choses qui se font. Je trouve ça beaucoup plus difficile, moi, sur TikTok ou sur des formats comme ça très très courts, d'arriver à faire des choses vraiment percutantes ou pertinentes. Je trouve que c'est plus facile quand c'est sur des médias où on a un petit peu plus de temps. Alors, on va passer à un autre sujet, et la transition serait que ces expériences, ces vidéos qu'on peut voir sur YouTube, ou ces expériences qu'on peut avoir avec des jeux de société, notamment je pense à Wingspan, qui est un jeu de société autour de l'ornithologie, il y a l'expérience terrain. Et donc là, j'aimerais parler de cette opération Super Espèce. Tu peux nous en dire deux mots Super Espèce, justement, c'est en fait c'est un dispositif qui s'affranchit un peu justement des technologies,
qui propose à des jeunes dans un cadre scolaire ou hors du cadre scolaire, puisqu'on travaille en partenariat avec différents acteurs, de s'approprier la démarche scientifique pour étudier des écosystèmes. Donc pour étudier, par exemple, ça peut être ici des zones humides, ça peut être des zones de bocage avec des haies, ça peut être un milieu forestier, ça peut être un milieu de littoral. En fait, on a la chance dans la région d'avoir plein de milieux différents qu'on peut étudier, des coteaux calcaires, voilà. Et donc du coup, l'idée c'est comme un peu un club scientifique, c'est de faire des sorties terrain, d'aller observer, tester aussi du matériel d'observation, des jumelles, des loupes, faire des prélèvements, voilà. Donc ils font ça avec des professionnels oui, accompagnés par des naturalistes. Donc on a des naturalistes dans notre réseau et des partenaires qui travaillent avec nous. Ça peut être des naturalistes amateurs ou des naturalistes professionnels. Ça peut être aussi des ingénieurs de l'environnement dans des collectivités qui ont une connaissance des milieux naturels. Ça peut être aussi des chercheurs ou des chercheuses, plutôt des scientifiques universitaires, qui vont à un moment donné rencontrer ces jeunes aussi sur le terrain, leur montrer aussi comment on met en place un protocole d'observation de la faune, de la flore, à différentes saisons, parce qu'on n'observe pas, évidemment, en tout cas sous nos latitudes, on n'est pas sous les tropiques, on observe la flore et la faune, elle évolue au cours des saisons. Et donc là, l'idée, c'est de faire vraiment une immersion dans les écosystèmes, d'apprendre aussi, donc d'apprendre par les protocoles, l'apprentissage d'un univers scientifique, mais aussi d'apprendre par une démarche sensible. Parce qu'en fait, ça passe aussi par l'émerveillement, la curiosité, les odeurs, les sons, la beauté des paysages, etc. Et puis il y a le temps aussi. Je veux dire, pas le temps il pleut ou il fait soleil, mais le temps qui s'étale, la durée. C'est-à-dire que là, on parlait de YouTube, de TikTok, on voit bien que c'est des univers où on scrolle et c'est des choses qui sont très courtes et voilà, on a un amas de connaissances d'un coup. Après, le risque étant que, avec cet amas et cette succession, on finit par oublier ce qu'on a vu 10 minutes auparavant, alors que là, c'est une expérience qui s'inscrit à travers plusieurs sens et dans la durée, il faut, quand on observe, ça n'arrive pas tout de suite. Il y a forcément le temps qui s'inscrit dedans. En fait, moi, j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de faire ça aussi, c'est-à-dire pendant des vacances, d'être en colo et d'avoir un animateur ou une animatrice qui était passionné de science et qui nous a proposé de faire des observations. Et ça nous apprend la patience. Hein. Parce qu'aller observer des oiseaux au lever du jour ou d'aller observer des castors qui sont en train de construire un barrage au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit, ça nécessite de se mettre à l'affût, de faire silence, d'être très attentif. Ça nécessite effectivement du temps et ça peut être un peu, même dans son corps, ça peut être un peu douloureux quand on bouge pas, on est dans le froid, on peut avoir froid, être inconfortable, avoir mal, avoir des crampes, etc. Mais ça laisse des souvenirs inoubliables parce qu'en fait, quand on attend comme ça pendant des très longues minutes, voire je sais pas si c'est des heures, mais enfin des très longues minutes et que tout d'un coup on voit apparaître un castor, on voit apparaître un oiseau, etc. On est fasciné et c'est ça qu'on essaye de reproduire. Et quand les enfants se posent, se mettent en observation, c'est vrai qu'on n'est plus dans le zapping ou dans le scroll, quoi. Oui. Avec ce truc qu'on va oublier, alors que là, c'est gravé dans le corps. Et on apprend aussi, donc on apprend la patience, on apprend la persévérance. Donc c'est aussi des valeurs, des qualités qui sont nécessaires aussi quand on veut faire des sciences. Et aussi la valeur de l'échec. C'est-à-dire quand on rate ou quand on manque une observation parce qu'on a un instrument qui fonctionne pas ou qui fonctionne mal ou qu'on a des conditions d'observation qui sont mauvaises, en fait, ça peut être frustrant, mais en même temps, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Les scientifiques, dans leur labo, ils ont des expériences qui ratent, ils ont des protocoles qui sont obligés de recommencer, ils ont des hypothèses qui les amènent dans une impasse et qu'il faut remettre en question. Donc c'est ça aussi la démarche scientifique, c'est pas juste une succession de succès. Quand on parle de connaissances, c'est pas que intellectuel, il y a un rapport avec les sens, le toucher, évidemment la vue, l'ouïe,
on apprend aussi à travers ces expériences-là. Oui, en fait, il y a une construction sensible qui se fait quand on est sur ces parcours-là. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, puisqu'on ne voulait pas reproduire des schémas qui sont étudier dans des salles, étudier un peu comme dans une classe, faire des ateliers dans une classe et tout. C'était aussi de les emmener sur le terrain avec des instruments et tout. Alors ça nécessite plus d'organisation, ça nécessite plus de temps, et puis surtout, c'est pas du one shot. C'est que c'est pas je fais mon activité, je consomme mon activité comme un loisir ponctuel, et puis ensuite au revoir. Non, ça veut dire que je prépare l'activité peut-être de la semaine prochaine. Je pars sur le terrain. Quand je reviens la semaine suivante, je fais le débrief des données collectées, des sons enregistrés, des photos prises, etc. Et en fait, du coup, les enfants là sont pris dans un parcours qui dure pendant toute une année, avec des temps réguliers. Ça peut être une dizaine ou plus, une quinzaine de temps dans l'année. Et là, on parle de combien d'enfants? Alors en fait, ce sont des petits groupes. Hein. Ce sont des petits groupes parce que en Bédiscience, nous, on accompagne, on coordonne le dispositif hors du temps scolaire. Et le Graines de France, qui est le réseau des acteurs de l'éducation au développement durable et à l'environnement, eux, ils le développent sur le temps scolaire. Donc sur le temps scolaire, c'est avec des classes ou des demi-classes, donc ça peut être 15-30 élèves. Et nous, on est plutôt sur des petits groupes, 10, 15 jeunes, sur un temps de loisirs. Donc ils s'inscrivent à ça comme à une activité, un club. Et on passe par des partenariats avec des bibliothèques et des centres sociaux. Parce qu'en fait, pour constituer un groupe de jeunes qui va faire un club scientifique... Alors attends, on parle de jeunes, et quel âge? Ah pardon, oui. Des jeunes, donc c'est de 8 à 14 ans. D'accord, 8 à 14 ans. 8-14. Donc c'est-à-dire de l'apprentissage de la lecture jusqu'à pratiquement l'entrée au lycée, quoi. D'accord. Donc alors pour constituer ces groupes de jeunes... Et donc pour constituer ces groupes de jeunes, on ne met pas des affiches dans la rue, on cherche des jeunes, quoi. Donc il faut aller dans les endroits qu'ils fréquentent. Donc on a identifié qu'un certain nombre de territoires dans lesquels on travaille, les jeunes vont à la bibliothèque pour emprunter des livres, pour faire leurs devoirs, pour consulter. Parfois il y a des postes d'ordinateur où il y a des jeux, où il y a des activités, donc ils viennent à la bibliothèque. Souvent, d'ailleurs la bibliothèque, c'est souvent, petite parenthèse, mais le premier lieu d'activité culturelle dans un territoire, hein. Ou le centre socio-culturel, où il y a des activités aussi pour les familles. Et donc, les gens qui ont l'habitude de fréquenter ces lieux, on leur propose de s'inscrire dans ces activités scientifiques. Et on ne dit pas, vous allez faire des sciences. On ne dit pas forcément, inscrivez-vous au club sciences où vous allez faire des sciences. On présente plutôt sur l'objet. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est plutôt, venez observer la nature, les écosystèmes, découvrir les espèces du territoire. Et donc, en fait, ils font des sciences dans le cours du parcours, mais on ne présente pas forcément comme ça. Ouais. Et ça marche. Ça marche. Et vous en avez fait, là, on a 8, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Aujourd'hui, on fait des parcours super espèces. En Bédiscience coordonne dans 8 territoires. Et le Graines, c'est plusieurs dizaines d'établissements scolaires. Donc ça commence à faire pas mal à l'échelle du territoire. Et c'est partout dans le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise, l'Aisne, la Somme, vraiment dans les 5 départements. Et là, on n'a pas à faire une élite. Je veux dire, et voilà, en fait, l'idée c'est pas d'aller chercher des jeunes qui sont bons en sciences ou qui vont faire un concours. On n'est pas dans une notion de concours où ils vont faire des. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concours en sciences, hein. Il y a beaucoup de concours pour les jeunes, pour les enfants. Il y a beaucoup de concours. L'idée c'est pas d'être en compétition. C'est plutôt d'être en coopération dans un parcours, et c'est la restitution d'ailleurs à la fin de l'année, quand les jeunes font la restitution devant leurs parents, leur famille, leur communauté ou les voisins. Et en fait, c'est tous ensemble qui présentent ce qu'ils ont fait. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont découvert le triton crété. Le fameux triton crété. Et voilà. Le triton crété, c'est très difficile à dire. Oui, c'est... De nos mares. Ouais, il y a tellement de contrepétries à faire avec ça. Mais oui, alors, c'est de découvrir aussi la biodiversité locale. Ouais, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour s'émerveiller devant
qui est juste à 300 mètres de chez soi. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut, on peut trouver des sources d'émerveillement au fond de son jardin, pratiquement, enfin au fond du champ. Tiens, la libellule vient de s'envoler. on peut trouver des sources d'émerveillement vraiment juste à côté de chez soi. Et quand on commence à observer les insectes, quand on commence à observer les oiseaux, les petits mammifères, les amphibiens qu'il y a autour de soi, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une très grande diversité et une diversité à protéger, parce que c'est ça aussi derrière le message, c'est qu'il y a quand même, on vit une période d'effondrement du vivant. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser sur des espèces menacées. Il y a des espèces qui prolifèrent bien, parfois trop. Il y a même des espèces envahissantes. Et l'homme est-il une espèce envahissante? Autre débat. Non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Mais voilà, il y a des espèces qui prolifèrent, il y a des espèces qui sont relativement bien stabilisées dans des écosystèmes, qui vont apporter et puis qui vont interagir les unes avec les autres pour créer un équilibre. Et puis il y a des espèces qui sont menacées, parce qu'il y a des paramètres dans l'écosystème qui, souvent, l'homme étant quand même très perturbateur des écosystèmes, il y a souvent des paramètres qui sont modifiés par l'activité humaine, hein, que ce soit indirectement sur le climat ou sur l'utilisation du milieu. Et donc du coup, l'idée c'est de découvrir ces espèces et de prendre conscience aussi de ce qu'il y a à protéger. Donc c'est de les découvrir, d'en découvrir la valeur et de la fragilité. Oui, c'est ça, c'est cette biodiversité qui est vitale et fragile. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas l'homme et la nature. De montrer qu'en fait, nous faisons partie du vivant. Donc c'est pour ça qu'on aime bien parler aussi de cette notion du vivant. L'homme est une espèce, l'être humain est une espèce, et parmi d'autres, et on vit ensemble, et que la survie de l'humanité dépend de la survie de l'écosystème dans lequel elle évolue. Et donc l'ensemble des espèces qui nous entourent sont importantes. Et donc si on veut prendre soin de l'homme et de l'humanité, si on veut prendre soin de soi-même, il faut aussi prendre soin des autres espèces. Donc c'est ça aussi un petit peu la prise de conscience vers laquelle on amène. On n'est pas extrait de la nature à juste être là pour l'observer, on est aussi dedans. Et c'est cette nature qui nous nourrit. Les insectes pollinisateurs, là, on parle souvent de la pollinisation, et puis après, il y a aussi ce qui nous nourrit d'un point de vue alimentaire, mais aussi il y a tous les services écosystémiques pour filtrer l'eau, améliorer la qualité de l'eau, pour produire l'oxygène qu'on respire, pour apporter de la fraîcheur, pour absorber l'eau dans les sols et éviter les inondations. Il y a plein de services écosystémiques pour retenir les sols, éviter les coulées de boue. Enfin, il y a plein de services qui sont apportés par des plantes et des animaux. Pour éviter de se faire piquer par les moustiques, il faut préserver les chauves-souris. Il y a certains maires dans certaines communes qui disent ça sert à rien de mettre des pièges à moustiques partout. Ce qu'il faut, c'est aider les chauves-souris à s'installer. Elles vont nous débarrasser beaucoup plus facilement des moustiques nuisibles pour l'homme que des insecticides. Donc oui, ces jeunes-là que vous accompagnez, c'est à peu près quoi, 100 heures? Vous les accompagnez pendant 100 heures? Oui, alors je me souviens plus exactement du calcul, mais c'est vrai qu'approximativement, ouais, ça doit être ça. Si on regarde sur la durée, sur une année, oui, c'est à peu près ça. Donc ça veut dire qu'il y a une relation de confiance qui s'installe. Et puis ils produisent des choses. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent des choses parce qu'en fait, l'idée c'est effectivement d'apprendre, de découvrir, mais aussi, comme tout travail scientifique, ensuite on partage ce qu'on a découvert, on partage ce qu'on a appris, et donc du coup, on leur propose différentes façons de restituer leurs observations. Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est le podcast Les Petits Ornithos qui avait été fait à Calais par des jeunes qui ont travaillé avec la LPO pour observer les oiseaux en milieu urbain. Et ils ont travaillé aussi avec une radio locale pour, je crois que c'est Transat FM, petit clin d'œil, pour expliquer à la radio ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont compris des oiseaux, les différentes
types d'oiseaux, les différents habitats, les différents modes de nourriture, etc. Et ils ont fait un podcast qui est génial. Quand je l'ai écouté, j'ai cru que c'était un podcast de France Inter. Je me suis dit, mais c'est génial. C'est vrai, il était super le podcast avec de la musique et tout. Trop bien. On mettra le lien en description. Franchement, je les adore ceux-là. Et du coup, voilà. Et en fait, ils ont présenté à la radio, ils ont interviewé des naturalistes et tout. Et donc ça, c'était une super expérience. Après, d'autres ont travaillé avec un graphiste, designer sur un poster. D'accord. Ah oui, alors donc du coup, vous impliquez des scientifiques, des naturalistes, mais aussi des communicants, graphistes, radio, pour... un peu des créatifs, je ne sais pas s'ils se définiraient comme des artistes, mais en tout cas des acteurs culturels qui font de la création, que ce soit effectivement radio, graphisme. Bon, on a travaillé aussi avec une photographe, une illustratrice, pour justement travailler sur des dessins, une fresque. Et du coup, ça laisse une empreinte, c'est-à-dire qu'ensuite, la fresque qui a été réalisée par les enfants, elle peut rester dans la bibliothèque. Justement, si je reviens sur la médiathèque de Calais, ils avaient exposé les travaux des enfants, et puis ensuite, ils ont fait une exposition sur les oiseaux, en mettant en avant tous les livres sur les oiseaux, par exemple. Donc ça permet aussi de créer un lien avec les habitants du territoire. Ah oui, évidemment. C'est l'effet boule de neige. Ouais. Là, vous touchez déjà le cœur d'une communauté, et après... Oui, puis on a des gens pendant un parcours, on a aussi des jeunes qui nous appellent ou qui contactent la bibliothèque en disant « Ah, j'ai vu qu'il y avait ce parcours, j'aimerais bien... moi aussi, j'aimerais bien le faire. Est-ce que je peux le faire ?» Qu'on voit si on peut intégrer en cours de route, ou sinon on reporte sur la mission. Parce que sur le papier, on peut se dire une centaine d'heures pour, je ne sais pas, une cinquantaine de jeunes, c'est énorme. Le fruit récolté est quand même considérable. En fait, là-dessus, ce qu'on cherche, c'est pas tant le nombre, le chiffre d'arriver à toucher un maximum de jeunes sur ce type de dispositif, j'entends. Ça va pas être le cas sur la fête de la science ou d'autres, mais sur ce type de dispositif, on cherche la qualité de l'interaction. Et ce qui est très important aussi, c'est que tout ce qu'on fait, on le renseigne. Tous les bilans, en Belliscience, on fait des bilans très détaillés. Tous les parcours, on essaye de faire en sorte que les personnes aussi, les accompagnants, racontent ce qu'ils font en publiant des articles sur Écosciences Hauts-de-France pour que d'autres aient envie de faire la même chose. Nous, on est ravis quand des gens nous piquent l'idée et font eux-mêmes en autonomie. Donc et ça a été le cas. Alors, c'est l'objectif. Après, il y a des personnes et il y a des structures qui ont travaillé avec Ombelliscience qui aujourd'hui ne travaillent plus avec Ombelliscience parce qu'ils n'ont plus besoin. Ils ont créé leur propre dispositif, leur propre partenariat, ils sont totalement autonomes et ils font des choses super. Ah oui, comme je pense il y a la médiathèque de Beaucamp-le-Vieux est pas loin d'être assez autonome, par exemple, sur sa façon de faire de la médiation scientifique. On interagit encore beaucoup, ils sont très présents dans le réseau, mais ils sont très autonomes sur ce qu'ils font. Et puis il y a par exemple la médiathèque de Cambrai, mais alors eux ça fait des années qu'ils ont fait le choix aussi d'intégrer les sciences dans le projet de la médiathèque. Il y a une équipe avec des médiateurs, ils ont intégré les compétences et en fait ils font le février des sciences par exemple, qui est une manifestation culturelle sur les sciences en fin d'hiver, ça déborde maintenant sur mars et presque le printemps. Et ça, ce sont des acteurs du réseau qui sont totalement autonomes là-dessus. Donc il y a une espèce d'héritage Ombelliscience à certains endroits, oui, et puis à d'autres, on n'est pas... tout ne repose pas sur nous. Oui, bien sûr. On s'inspire aussi des autres. Il faut rester modeste. Non, on s'inspire aussi des autres. Il y a aussi des acteurs qui innovent dans leur territoire, avec leur public, et qui viennent partager ça dans le réseau Ombelliscience. Oui, un mot sur la Fête de la Science, qui est un grand moment dans l'année. Oui. Qui se déroule au mois d'octobre, et cette année, ça va être la 35e édition. Ouais. Le thème, d'ailleurs, c'est « Saveurs savantes ». Oui, le thème cette année, puisque maintenant, chaque année, là c'est la 35e édition, et depuis quelques années, il y a un thème à la Fête de la Science, et là, c'est sur l'alimentation et la santé, et donc c'est pour ça, saveurs savantes. Donc, la nourriture, ça rassemble beaucoup. Donc, on espère qu'il va y avoir plein de beaux projets qui vont nous permettre aussi d'éveiller nos sens. Donc, la Fête de la Science, pour le coup, là, clairement, c'est un événement
cherche à rassembler le maximum de monde sur une période assez courte, bon, même si c'est 10 jours, c'est long 10 jours, mais c'est une période donnée dans l'année, à l'échelle nationale, avec des moyens de communication à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, locale, où là, l'idée, c'est de se dire, on fait tous ensemble une manifestation en même temps, sur un même thème, et on essaye de le faire exister dans l'espace public, dans l'espace médiatique. On multiplie les formats, on essaye de donner une dimension très festive, et très convivial, en tout cas très convivial à l'événement. Les scientifiques sortent des laboratoires, sortent des universités pour aller à la rencontre des jeunes dans le cadre scolaire pendant la semaine et du grand public pendant les week-ends. Il y a des choses qui se font sur les places publiques. Il y a des villages des sciences, des festivals des sciences, etc. Donc il y a vraiment une émulation très forte et Ombelliscience accompagne le mouvement. Donc c'est une fête à l'échelle nationale et Ombelliscience accompagne le mouvement à l'échelle régionale en coordonnant un appel à projet. Ouais, j'ai quelques chiffres là, 21 000 visiteurs grand public, 49 porteurs de projets, 200 événements. Ça c'était pour... C'est même plus que ça hein, sur les visiteurs. L'année dernière, on était pratiquement à 50 000 visiteurs. Ah, 50 000 Oula, mes chiffres sont complètement erronés. Ouais, non, mais parce qu'en fait, il y a les visiteurs grand public et scolaires. Et en fait, quand on cumule les deux, on arrive à pratiquement 50 000 visiteurs sur une dizaine de jours. Donc, ce qui est pas mal. On peut faire mieux encore, hein, on peut faire mieux. Mais c'est vrai que quand on se dit que dans un territoire, pour les territoires où ça marche le mieux, où il y a 4 à 5% de la population qui a participé à la fête de la science, sur par exemple une communauté de communes, quand il y a 4 à 5% de la population qui a participé à la fête de la science, on se dit que c'est quand même... c'est quand même énorme. C'est quand même bien. Voilà. D'ailleurs, la fête de la science... le côté festif, c'est pour... on va revenir à ce sujet-là. La science pour tous. D'ailleurs, la science pour tous, ça veut dire quoi? C'est pour toi, tu t'entends ça comment quand on parle de la science pour tous? Quand on dit la science pour tous, la science pour toutes et tous, l'idée, c'est que en fait, chacun puisse se sentir concerné, autorisé, accueilli, bienvenu. Parce que c'est vrai que pousser les portes d'une université ou entrer dans un musée, ça peut être intimidant. Et donc, quand on fait quelque chose dans l'espace public, quand on fait quelque chose dans la rue, il y a même des acteurs qui avaient tenté de faire des choses dans un centre commercial ou voilà. Là, on est vraiment au contact des gens, dans leur quotidien. Et ça, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un effort à faire. Désolé. L'idée, ce n'est pas qu'ils aient un effort à faire pour participer, mais que ce soit facile. Et qu'en fait, ils font leurs courses, ils sortent en famille, ils vont se balader. Ah, on entend de la musique, on voit il y a un micro, il y a un jeu, il y a quelque chose qui se passe sur une place de village où il y a des stands qui sont montés, etc. On va voir. Et on peut participer à un quiz, on peut participer à un jeu, on peut faire une expérience, il y a une projection de film, il y a un débat, voilà, des choses vraiment très très ouvertes. Et c'est vrai d'essayer d'éviter au maximum, même si il en faut aussi, parce qu'il y a aussi des publics pour ça, mais d'éviter au maximum d'aller dans un amphithéâtre pour suivre une conférence de spécialistes où là on se dit une fois que je suis rentré dans la conférence, ça va être difficile de m'éclipser ou de sortir. Ou, voilà. Donc c'est ça. Et il y a un peu ce travail aussi on parlait de la biodiversité, ou en tout cas du monde qui nous entoure, changer le regard sur le monde et de voir que la science est partout. Et observer le monde qui nous entoure, c'est aussi par le biais de la science, où la science peut nous apporter un éveil sur le regard qu'on pose sur notre monde. C'est vrai que on n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on observe le monde d'aujourd'hui, on peut être effrayé, à juste titre. C'est-à-dire que quand on voit à la fois les crises climatiques, les guerres, les problèmes qui sont liés, les crises sociales, quand on voit, on a parlé quand même de l'effondrement de la biodiversité, ou des crises démocratiques, ou la crise informationnelle. On a parlé au tout début sur la surcharge d'informations, etc. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait, le monde n'est que fait de crises, etc. Et donc, ça peut être paniquant aussi de se dire mais qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que nous on peut faire face à tout ça? La première chose,
pour moi, le premier, comment dire, ouais, pour moi, la première chose qu'il faut pour éviter justement de baisser les bras ou de céder à la panique ou de détourner le regard, parce qu'on peut se dire face à cette complexité ou face à toutes ces problématiques, face à toutes ces crises, soit je détourne le regard, je vais aller faire du jardinage, je vais partir à la pêche, soit se dire voilà, j'enfouis la tête dans le sable, moi je veux pas voir, je veux pas entendre, etc. Soit c'est de se dire tout ça c'est des complots, etc. Mais la première attitude qui peut être comment dire, salvatrice face à tous ces désordres du monde, c'est de dire déjà de comprendre ce qui se passe, de comprendre de quoi on parle. C'est quoi le... Et donc du coup cette notion de compréhension et d'approche d'un problème par le savoir, comprendre, ne serait-ce que dans les crises, les conflits, etc., comprendre c'est quoi le problème géopolitique derrière, etc., ça permet finalement de prendre conscience aussi de ce qu'il peut y avoir à faire pour améliorer une situation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se sentent très très concernés par voilà, toutes les grandes crises que nos sociétés traversent et qui sont le savoir aujourd'hui c'est pas juste le savoir contemplatif pour comprendre c'est quoi l'univers, d'où on vient, des questions existentielles, mais c'est aussi du savoir qui peut nous permettre d'assurer les transitions énergétiques, d'améliorer nos qualités de vie, de repenser nos systèmes économiques pour les rendre plus vertueux, de protéger le vivant, on en parlait tout à l'heure, d'améliorer aussi la qualité des systèmes d'information pour faire en sorte qu'on ne soit pas manipulé par l'information. Donc voilà, c'est tout ça. D'où l'importance d'avoir des actions qui soient très concrètes et très sur le terrain. Oui, c'est de montrer que c'est accessible à tout le monde. Oui. C'est que c'est pas, il n'y a pas une élite scientifique de se dire j'attends qu'il y ait une élite qui décide ou qui pense à ma place, etc. C'est qu'on peut tous y contribuer. Et ça, et c'est pas uniquement en devenant chercheur. Parce que l'idée, c'est pas de faire des générations, on va pas tous devenir chercheuses ou chercheurs. L'idée, c'est que on puisse tous avoir une culture scientifique, une connaissance de comment se construit le savoir, en tout cas des réflexes vis-à-vis de ce savoir, parce qu'on peut en avoir besoin dans son entreprise, dans sa collectivité, dans sa vie quotidienne, dans ses choix individuels. Bon, c'est vrai que il y a beaucoup de choses si on envoyer la responsabilité des gens dans leurs choix individuels, dans leurs choix de consommation, dans leurs actes de consommation ou dans leur comportement individuel, mais aussi dans les choix collectifs, à l'échelle des collectivités. Les collectivités, donc que ce soit les villes, les communes, les mairies, les régions, les départements, s'appuient beaucoup finalement sur l'expertise scientifique dans les services, que ce soit sur le traitement de l'eau, des déchets, de l'énergie, des transports, Et c'est intéressant aussi ce que tu dis sur l'idée de choix. Après, quand on a la connaissance, c'est à un autre degré que de dire aux gens faites ci ou faites cela pour le bien de la planète. Ça permet de Cet comprendre. exemple, voilà, ça permet de comprendre et les choix viendront de fait de cette compréhension. Oui, c'est une autre démarche que de... Et puis c'est d'avoir une démarche éclairée. Alors c'est peut-être un héritage des Lumières. Pour nous, ça nous parle en Europe, en tout cas de l'héritage des Lumières. C'est que tout progrès doit passer par la connaissance. Ça, c'est des notions qui sont très fortes dans nos cultures. Bon, il y a des cultures qui prônent aussi le respect de la nature, etc. Pour tout progrès humain passe par le respect de l'environnement et de la nature. Il y a des cultures qui s'appuient là-dessus. Et en tout cas, pour nous, c'est très important de mettre en avant en fait ce que le savoir peut apporter au bien-être du vivant et donc de l'humanité. Et que c'est un processus différent des croyances. Parce qu'il y a des croyances, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va couper. En fait, parce que toute civilisation s'est construite sur des croyances et des savoirs. Les croyances peuvent asservir. Parce que les croyances, elles peuvent être...
certaines croyances peuvent asservir. Et en fait, on voit dans l'histoire de l'humanité, il y a certaines croyances qui ont pu asservir des peuples à certains types de pouvoirs. Les croyances, parfois on peut être enfermé dans les croyances. Il y a des croyances qui sont nécessaires dans la culture et justement dans les traditions populaires, etc. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Puis on a besoin de croyances, parce que c'est aussi associé à des valeurs. Il y a des croyances qui peuvent être un peu plus problématiques. Et il y a le savoir qui doit se combiner avec ces croyances. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de ne pas opposer croire et savoir, mais de montrer que on peut avoir certaines croyances sur l'état du monde et sur la façon dont il fonctionne. Mais si on veut à un moment donné en responsabilité, agir sur notre avenir, le croire ne suffit pas. Il faut aussi s'appuyer sur le savoir. C'est pas très clair ce que je dis là. Non, c'est pas clair du tout. C'est-à-dire qu'on attendait un petit peu là-dessus. On attendait un petit peu la chute sur effectivement le savoir. En quoi le savoir apporte un degré supplémentaire d'action, en fait, et de plus être dans une société qui serait asservie, potentiellement asservie par un cumul de croyances, et que le savoir permet aux gens d'avoir une action. C'est vrai qu'il y a aussi... C'est savoir pour agir. Ouais, c'est très bien, tu diras ça. En fait, ce qu'il voulait dire... Si tu veux, je le refais, mais... Oui, tu peux juste conclure là-dessus. Si tu veux, je peux le refaire. C'est qu'en fait, dans toute civilisation, il y a en fait des croyances qui sont transmises de génération en génération. Il y a des croyances qui sont transmises et qui constituent aussi la culture, enfin, qui peuvent des croyances populaires, des cultures populaires qui peuvent être basées sur les croyances. Le savoir... il permet l'émancipation, parce qu'en fait, s'approprier le savoir, s'approprier des connaissances scientifiques, c'est s'approprier aussi des connaissances pour pouvoir agir et pour pouvoir éventuellement transformer le futur, transgresser certaines croyances ou transgresser certaines principes, etc. et gagner plus d'autonomie. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est le savoir et le savoir d'un côté et les croyances de l'autre, c'est deux processus différents de construction de l'individu et de construction des sociétés qui sont complémentaires. Mais ce que j'ajouterais sur le savoir, c'est qu'il permet un peu plus d'émancipation et un peu plus de pouvoir d'agir. Voilà. Et par rapport à la problématique que tu citais précédemment sur le monde qui nous entoure, qui peut faire peur, d'ouvrir les yeux avec des connaissances, ça permet de voir et de discerner après des éléments sur lesquels on peut agir. Et puis de toute façon, personne n'est là grand sauveur d'humanité, ça n'existe pas. Il ne faut pas être naïf. Voilà. Alors il ne faut pas être naïf. Mais d'un autre côté, on peut très bien agir par ses propres choix, et ces choix passeront par les connaissances qu'on a acquises sur certains domaines, et là se dire, ah oui, à cette petite échelle, je peux agir, et je peux avoir aussi, non pas mon mot à dire, mais mon action, qui aura sa valeur aussi. Ça ne changera pas le monde, mais si tout le monde a ce type d'action... Il y a des beaux exemples dans l'histoire quand même. C'est vrai que quand on voit les progrès qu'on a fait sur la médecine, sur la santé, sur l'alimentation, on en parlera notamment peut-être dans la fête de la science, mais quand on voit les progrès qu'on a fait pour lutter contre les famines, à un moment donné, par le passé, les famines nous tombaient dessus, et un peu comme des grands fléaux, etc. Et on s'en remettait à un pouvoir supérieur ou un pouvoir divin. Et en fait, aujourd'hui, on a réussi à sécuriser nos systèmes d'alimentation. On a réussi quand même, dans une certaine mesure aussi, à améliorer notre santé, notre qualité de vie grâce à des savoirs. Et ça, c'est quand même, faut pas l'oublier. Oui. Je crois qu'il nous reste combien de temps ? 2 minutes. Ok. Donc, Raphaël, finalement, tout s'est bien passé. On n'a pas eu la pluie. On a survécu. On a survécu. On a eu le passage de
d'un peu tout, on va dire. On est à la fois dans un espace, puisqu'on est à côté d'Amiens, un espace un petit peu urbain avec les enfants. C'est ça, qui c'est la jouent. nature en ville. C'est la nature en ville. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi, Raphaël. Bravo pour Ombelliscience. Et puis, on donne rendez-vous à tout le monde pour la fête de la science, donc qui se C'est du déroulera 2 au 12 octobre. du 2 au 12 octobre. Ok, très bien. Vous attendez combien de... Ah ben là, on a 65 projets qui ont été déposés en Hauts-de-France et il y aura des événements, il y aura 150 à 200 événements à peu près, voilà, dans tous les Hauts-de-France. Et Super Espèce va continuer. Et oui, Eh Super Espèce continue là dans 8 territoires et peut-être davantage l'année prochaine. On n'a pas parlé des autres projets d'Ombelliscience, mais si vous voulez en savoir plus, un lien sera mis dans la description. Voilà, pour en savoir un peu plus. Alors, l'émission est disponible, comme vous le savez, sur YouTube, Deezer, Spotify. Et si vous aussi, vous avez une action que vous menez sur le territoire, eh bien, ça sera un plaisir d'en parler avec vous et de vous asseoir, comme Raphaël, sur un de ces sièges de metteur en scène. C'était agréable. Ouais, très agréable, très confortable. C'est très confortable. Très bien. Hein. Voilà, merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de Aux avant-postes du vivant. Salut!